voici donc arrivés sur cette 5e édition des Souffleurs d'Avenir. Et je suis accompagnée ce soir, dans ma prise de parole, par Valérie, de l'association Chemin d'Essence, qui donc va signer. Je suis la fille de Stéphane Hessel, diplomate, grand résistant, défenseur des droits de l'homme. Ce qui veut dire que j'ai eu la chance d'être élevée par cet incroyable optimiste, cet indéfectible obstiné, cet élégant charmeur, ce négociateur maniaque, mais aussi par quelqu'un dont les convictions, profondément enracinées, ont été constantes tout au long d'une vie exceptionnellement longue. La paix, les droits de l'homme, le respect des richesses naturelles, l'ouverture aux autres, la poésie, et la négociation, toujours avec tous pour convaincre. Vous le connaissez tous pour son indignation, mais il la convertissait toujours en engagement. Et il en parlait ainsi dans son tout dernier livre. S'engager n'est pas une attitude naturelle. Rester libre de tout engagement, garder sa vie privée protégée de ce qui peut la bousculer, représente une tentation permanente qui devient irrésistible lorsqu'on observe les partis politiques, les organisations nationales ou internationales avec scepticisme, parfois avec dédain ou avec colère. Échapper à ce premier mouvement n'est possible qu'à l'aide d'une réflexion nourrie par la connaissance de l'histoire, l'écoute de ceux qui l'ont vécu. Quand nous, les vieux, nous vous demandons de vous engager, il faut d'abord vous expliquer qu'aucun changement dans le fonctionnement de nos sociétés n'a pu être obtenu sans l'engagement d'une fraction plus ou moins large de ses citoyens. Ce sont des multiplicités de volontés concurrentes qui font avancer. 4 avant, qui aboutissent à l'idée qui n'est pas de moi, elle me présente comme un spécialiste, mais je ne le suis pas. J'ai lu les rapports du GIEC, du groupe international des écologistes, et des experts en climat, qui disent que le CO2 qui est émis et qui fait cet effet de serre, et vous savez tous ce que c'est qu'une serre, qui enferme la chaleur, qui permet à nos tomates de mûrir, par exemple, mais qui permet aussi d'élever la température sur la Terre. Le CO2, il reste très longtemps, et donc si on veut que la température ne monte pas trop, il faut diminuer notre production de gaz à effet de serre et même l'amener à zéro, puisqu'il persiste longtemps dans l'atmosphère et qui donc continue à maintenir une température élevée. Et c'est cette réduction à zéro de la production nette de CO2 qui est, si on veut essayer de rester en dessous de 2 degrés, ou même maintenant on parle de 3 degrés, ce qui serait énorme, et déjà catastrophique en soi, il faut que cette production de gaz à effet de serre soit nulle à l'horizon 2050. Alors ça, c'est les 4 premiers chapitres, vous voyez, que je vous les ai résumés sauvagement. Alors, on va arriver au chapitre 5. Pour éviter le chaos climatique, pour arriver au zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 30 ans, il y a besoin de changements radicaux. Globalement, tous secteurs confondus, il faut parvenir à diviser par 2 notre consommation d'énergie et que l'énergie que nous continuerons à consommer soit une énergie non carbonée. Pour y parvenir, la solution tient en 3 idées fondamentales. Premièrement, économiser l'énergie. Deuxièmement, économiser l'énergie. Troisièmement, remplacer les énergies fossiles par des énergies décarbonées. Pour le premièrement et le deuxièmement, sobriété, efficacité, renouvelable.
On aurait pu penser qu'un grand nombre d'experts, d'ingénieurs, de techniciens et de chercheurs allaient vous vanter les mérites de telle ou telle avancée technologique. Ce n'est pas le cas. Aucune solution technique ne permet le zéro émission si nous ne sommes pas capables d'abord d'économiser massivement l'énergie par un double mouvement de sobriété et d'efficacité. Nous devons d'abord changer nos comportements et faire preuve de frugalité. Je dépense, donc je suis. Est-ce cela l'avenir de l'homme? N'est-il pas urgent de changer d'imaginaire? Rompre avec le toujours plus, une société de l'avoir qui pousse chacun à consommer plus sans vraiment vivre mieux. Renoncer au superflu. Pour relever le défi climatique, nous devons tous être capables d'une certaine sobriété dans nos comportements, nos achats, nos investissements. La première Fiat pesait 500 pesait 450 kilos. Maintenant, une Fiat 500 pèse 1300 kilos. Constate la Société française de physique qui travaille sur ces questions. Presque 3 fois plus. Est-ce vraiment nécessaire? Et Fiat n'est pas une exception. Au total, ce sont des millions de tonnes d'acier qu'il faut produire en plus chaque année pour construire nos voitures et qu'il faut ensuite propulser sur nos routes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des voitures nettement plus légères, même si elles vont un peu moins vite? La sobriété ou la frugalité, c'est en même temps une série de choix personnels. Je mange moins de viande, je ne prends plus l'avion ou de façon exceptionnelle, je continue à porter une chemise dont le col est un peu élimé. Les vêtements, c'est terrible, hein? C'est un impact écologique énorme. Donc il faut les user. Je recycle le papier, à la maison comme au travail. Je participe au compost créé dans le jardin public du quartier et un ensemble de démarches collectives pour sortir au plus vite d'une économie dont l'empreinte écologique est insupportable. Extraire, fabriquer, jeter. Le modèle de développement économique actuel, basé sur la consommation de matériaux et d'énergie peu chers et facilement accessibles, atteint aujourd'hui ses limites. Nous avons atteint un niveau de gaspillage inacceptable. En 2012, l'Européen moyen a consommé 16 tonnes de matière. 60% des matières jetées ont été mises en décharge ou incinérées. Seulement 40% étant recyclés et réutilisés. Mais même dans des cas exemplaires de recyclage, comme l'acier ou le papier, 30 à 75% de la valeur de la matière a été perdue lors du premier cycle d'utilisation. L'analyse fait également apparaître d'importants gaspillages dans de nombreux secteurs. La voiture européenne est stationnée 92% du temps en moyenne. Quelque 31% de la nourriture est gaspillée sur l'ensemble de la chaîne du champ à l'assiette. Un bureau européen n'est occupé que 35 à 50% du temps en moyenne, y compris pendant les heures de travail, mais il est chauffé, climatisé et éclairé bien plus longtemps. Un bien manufacturé, meubles, machines à laver, voitures, ne dure que 9 ans en moyenne, alors qu'autrefois on se transmettait des meubles de génération en génération. Au total, ce mode de production et d'utilisation des produits et des ressources coûte très très cher à l'Europe et à l'ensemble de la planète. Réparer, recycler, réutiliser. Aller vers une plus grande sobriété, c'est par exemple développer des formes d'économie circulaire, comme certaines collectivités, certaines associations, comme Enercop, si j'ai bien compris, et certaines entreprises ont déjà commencé à le faire à petite, même à plus grande échelle. Quand une machine à laver tombe en panne, il est classique d'entendre que ça va coûter plus cher à réparer que si vous en achetiez une nouvelle. Si l'on a conscience que nous vivons sur une planète finie,
Pouvons-nous continuer à raisonner de la sorte? À Lyon, les salariés de Envie récupèrent tout l'électroménager que les habitants de la région seraient tentés de jeter. Ils réparent et revendent tout ce qui peut être réparé. Et quand le four ou la machine à laver n'est pas réparable, ils récupèrent tout ce qui peut l'être. Le cuivre, les circuits électroniques, l'acier, le plastique. Cette entreprise d'insertion a déjà créé des centaines d'emplois. Plutôt que de gaspiller des ressources limitées, plutôt que de jeter ce qui ne devrait pas l'être et d'acheter une nouvelle machine made in China, fabriquée et transportée dans des conditions sociales et écologiques plus que douteuses, on peut créer de l'emploi local et contribuer à une meilleure utilisation des ressources rares. Dans toutes les régions, dans les réseaux de l'économie sociale et solidaire, de telles structures se développent. Pourquoi ne pas accélérer ce mouvement? Il y a des dizaines de milliers d'emplois à la clé, des emplois utiles et non délocalisables. On peut aller plus loin et développer dans certains secteurs une économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est la vente de l'usage d'un bien et non du bien lui-même. Le fabricant a donc intérêt à faire durer le produit au maximum au lieu d'organiser son obsolescence rapide pour en vendre un autre dans quelques années. La société Xerox, par exemple, a décidé depuis de nombreuses années déjà de ne plus vendre de photocopieurs, mais de les mettre à disposition des clients, moyennant une facturation à l'usage. Restant propriétaire des appareils, Xerox a évidemment intérêt à ce qu'ils durent le plus longtemps possible et a revu leur conception en appliquant le principe de la démontabilité, réparabilité, récupérabilité, de telle sorte que les nouvelles générations de machines sont aujourd'hui composées de 70 à 90% des composants des anciennes machines. Cela génère d'importants gains environnementaux et d'importants gains financiers. Pourquoi ne pas appliquer ce que Xerox fait avec ses photocopieurs au marché de l'automobile? Au lieu d'acheter une automobile, le consommateur achèterait le service consistant à pouvoir utiliser une automobile, soit toute l'année, soit seulement quand il en a besoin. Le nombre de véhicules construits chaque année sur la planète et les coûts, dont les frais d'assurance et de pollution, directe ou indirecte, pourraient ainsi être réduits et mieux partagés. Pour diminuer notre besoin d'énergie, d'acier, de terres rares, on peut développer dans certaines zones géographiques des systèmes d'autopartage. Certains ont besoin d'une voiture tous les jours, ou presque, c'est incontestable, mais d'autres n'en ont besoin qu'exceptionnellement. Acheter une voiture et l'assurer toute l'année est alors une dépense trop importante, rapportée au petit nombre de jours où elle est utilisée. 92% du temps en stationnement. Qui plus est, il sera plus utile et plus agréable d'avoir parfois l'usage d'une petite voiture pour transporter une ou deux personnes, et d'autres fois l'usage d'une voiture plus grande pour transporter plus de monde ou transporter des objets encombrants. Ce qui conduit à privilégier des systèmes de location de voitures en libre-service. C'est impossible, diront certains, vous rêvez complètement, mais ils disaient la même chose il y a 30 ans quand on parlait de mettre des vélos en libre-service à Toulouse, à Lyon ou à Paris. Diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, arriver à 0 émission nette d'ici 2050, c'est un chantier colossal, un chantier jamais vu. Mais ce chantier ne doit pas nous faire peur. Dans chacun de nos pays, en effet, on connaît les origines du CO2 et du méthane rejetés dans l'atmosphère, et on peut, on doit, de façon systématique, s'attaquer à chacune de ces sources. Logement, transport, agriculture, revoir 100% de notre modèle. En France, par exemple, le bâtiment est la première source de gaz à effet de serre, si l'on tient compte aussi bien des logements dans lesquels nous vivons que des bureaux ou des usines dans lesquelles nous travaillons. Et les efforts faits pour isoler tous ces bâtiments restent tragiquement insuffisants, alors que la rentabilité écologique, mais aussi économique d'une isolation bien faite n'est plus à démontrer. Rue par rue, dans tous nos quartiers, dans toutes nos villes et tous nos villages,
Il va falloir isoler toutes nos maisons, isoler nos bureaux, nos usines et tous les magasins, isoler les gymnases, les théâtres, les églises, isoler les fermes, les mairies, les écoles, les lycées, les universités et les hôpitaux. J'ai ajouté les hôpitaux parce que je suis médecin. J'ai travaillé dans des hôpitaux qui sont très souvent portes largement ouvertes pour laisser passer éventuellement les ambulances, voire les patients, et nous chauffons ainsi l'extérieur des hôpitaux. Génial. Les transports sont aussi une source de gaz à effet de serre très importante. 26% de nos émissions. Nous prenons trop souvent notre voiture, y compris pour de petits trajets qui pourraient être faits à pied ou en vélo. Ça, à Biot, c'est parfois difficile. Je reconnais, ça monte. Les transports en commun sont encore trop peu développés ou pas assez fiables. Nous mangeons des aliments qui ont parfois parcouru des milliers de kilomètres. Les circuits courts et produits de saison représentent une part trop faible de notre alimentation. Des milliers de camions roulent sur nos routes et nos autoroutes en dégageant une quantité colossale de CO2 et des particules fines qui abîment nos poumons et ceux de nos enfants. Ces camions seraient bien moins nombreux si nous développions très fortement les circuits courts et ils produiraient nettement moins de CO2 si on investissait massivement dans le fret ferroviaire, comme l'ont fait avec succès certains pays comme la Suisse, ce pays de banquiers. Voilà la partie que je tenais à travailler en langage des signes. J'espère que cette... Avec comme parrain Hubert Reeves et comme renfort Nicolas Hulot depuis 3 jours. Cela étant dit, nous allons passer à ce pourquoi nous sommes là, Anne, c'est-à-dire pour toi, pour parler de ton ouvrage, parce que c'est bien cela l'essentiel. Alors, je vais être assez courte parce qu'on a pris déjà pas mal de temps sur cette rencontre et vous avez pu avoir un très très beau passage du livre d'Anne que je vous recommande pour ceux qui n'ont pas déjà acheté, Finance, Climat, Réveillez-vous aux éditions Indigènes, qui se trouve à la librairie juste sur la rue principale. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? Je ne sais plus. Dire simplement, tu voulais rajouter peut-être un petit mot, toi, Anne? Quand même, elle est très gentille, mais je n'ai pas écrit ce bouquin toute seule. Non, co-écrit. Je l'ai écrit avec Jean Jouzel, qui était quand même vice-président du GIEC quand il a reçu le prix Nobel. Et le prix Nobel de la paix, c'est quelque chose que zut, à quoi je tiens énormément. Il aurait pu recevoir le prix Nobel de physique, puisqu'il a fait des études sur les glaciers, sur les forages et sur la concentration de CO2 sur les 800 000 dernières années. Donc, un travail absolument considérable. Eh bien, il a reçu le prix Nobel de la paix. Et ça me paraît un signe extrêmement important, parce que c'est la paix qui est en jeu. C'est la paix mondiale. C'est pour ça que je vous ai récité ce petit poème d'Abdelatif Lahabi. C'est parce qu'il va y avoir du sang et des larmes. Et le sang et les larmes, ils sont déjà en cours. Il faudrait vraiment que nous soyons nombreux à nous battre contre cette progression. Donc je tiens beaucoup à la signature de Jean Jouzel, voilà, et celle de Pierre Larouturou, qui est engagé depuis 20 ans à peu près, toujours sur les mêmes thèmes, avec une obstination que personne ne peut lui retirer, qui est une obstination pour que tout le monde puisse travailler, que tout le monde puisse travailler moins, que tout le monde puisse vivre mieux et que le climat ne se réchauffe pas. Ce sont vraiment ces combats de toujours, et voilà, et c'était un bonheur de travailler dans cette équipe à 3, avec 3 personnalités très différentes et très concurrentes, et avec une congruence vers un projet. Voilà. Non, mais il fallait le préciser tout à fait.